avec cette thématique du solaire photovoltaïque. Les objectifs de ce webinaire, c'est de vous apporter des connaissances sur l'énergie solaire photovoltaïque, des ABA sur les technologies solaires, les différents montages, les différents types de projets, et puis comment mener ce projet de centrale solaire avec les principales étapes, les acteurs et les délais. Donc, Benoît Leclerc vous présentera tout ça. Et ensuite, l'idée, c'était aussi de faire connaître le dispositif ADEME, notamment sur les études. Bertrand Cordonnier, qui est là aujourd'hui, de l'ADEME Bourgogne-Franche-Comté, interviendra sur ce sujet-là. Et in fine, l'objectif principal, la finalité de ce webinaire, c'est de vous permettre de vous doter d'une centrale solaire photovoltaïque qui répond le plus possible à votre besoin et à votre situation. Puisqu'on a reçu beaucoup de demandes d'informations sur ce sujet-là. Et le photovoltaïque est possible, mais peut-être pas partout, pas dans toutes les configurations où, suite à un démarchage, des développeurs ont peut-être proposé des solutions. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez être en capacité d'analyser ces propositions, voire même vous-même de mener un projet et de lancer une consultation pour être accompagné et pouvoir réaliser des travaux. Donc voilà le programme que je viens de vous citer. On a souhaité faire, avec ma collègue Karine Vrel, qui est présente aujourd'hui, proposer un cycle de webinaires sur le photovoltaïque avec un temps donc de présentation, d'apport de connaissances, et puis un second temps, la semaine prochaine, mardi 17 à 11 h, de retour d'expérience, témoignages d'établissements sanitaires qui ont soit réalisé des projets comme le centre hospitalier William Moret de Chalon-sur-Saône, avec l'intervention du directeur service technique Eric Toc, et puis l'hôpital Nord-Franche-Comté sur une autre typologie de projet, centrale au sol, qui est en cours d'étude à Trévenans dans le Nord-Franche-Comté, pour l'hôpital Nord-Franche-Comté. Vous pouvez vous inscrire, si ce n'est pas déjà fait, sur le site internet du Pôle Énergie. Vous voyez, là, il y a les rendez-vous. On a un nouveau site internet que je vous recommande de visiter. Et donc, vous pourrez directement cliquer sur les rendez-vous. Donc, c'est en première page du site internet. Et vous avez les liens d'inscription pour le webinaire 2, retour d'expérience. Quelques infos pratiques, le webinaire est enregistré, bien sûr. Les supports de présentation et replays seront en ligne sur le site du Pôle Énergie d'ici quelques jours. Donc, vous pouvez les récupérer et les partager. Votre caméra et votre micro sont coupés, on est en mode webinaire, donc merci d'utiliser le chat pour poser vos questions, que je relayerai à la fin des interventions auprès de Benoît et auprès de Bertrand. Et n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, de vous renommer nom, prénom, structure il y a un petit onglet dans participant, où vous pouvez vous renommer facilement. Ça me permet de vous identifier plutôt qu'on ait un affichage juste d'un prénom ou d'une structure ou d'une adresse IP, par exemple, ce qu'on peut constater régulièrement. Je voulais juste revenir sur le programme Brisel pour ceux qui ne connaissent pas. Le programme est une initiative de l'ARS, l'ADEME et la Banque des Territoires et qui a pour objectif, alors je fais relativement vite, mais d'informer et d'accompagner tous les établissements sanitaires et médico-sociaux de la région. On a 1200 sur les thématiques de l'efficacité énergétique des systèmes, donc au niveau des bâtiments, développer des énergies renouvelables et puis améliorer le confort et la qualité de l'intérieur des locaux pour les occupants. Là, les objectifs du programme, porté, animé par le pôle énergie avec une équipe constituée de 3 personnes, donc moi-même, Karine Vrel, et puis Lynn Audrey, qui est apprentie à l'ARS et qui nous aide à développer des outils, notamment pour le programme, et elle pourra aussi informer et conseiller les établissements durant son apprentissage. Elle est en master en ingénierie thermique énergie à Belfort pour 2 ans. Et puis, dernier slide pour vous rappeler ou vous informer que nous pouvons vous apporter tout un tas de services, d'actions, de l'information comme aujourd'hui via ces webinaires, du conseil, c'est-à-dire qu'à tout moment, vous pouvez nous contacter si vous avez besoin d'informations, conseils sur les aides financières ou sur notamment comment mener un projet photovoltaïque, qui contacter, quel bureau d'études, etc. Aussi sur les aspects réglementaires, notamment sur le décret tertiaire, on a pas mal de demandes depuis 2020, depuis le lancement du programme. Proposons aussi des ateliers thématiques aux membres du réseau. Donc, vous
conseille de vous inscrire. Il y aura un lien dans la présentation et puis nous développons tout un tas d'outils pour que vous puissiez en autonomie réaliser vos projets, modèle de cahier des charges, euh, des fiches sur les aides financières et puis des bons contacts pour avancer dans vos projets. Et puis, nous accompagnons pardon, plus particulièrement 24 structures dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt régional sous forme d'une mission de conseil partagée, mutualisée pour 3 ans. Et puis, action un petit peu plus récente que nous avons intégrée au programme, c'est l'aide au recrutement de conseillers de transition énergétique et écologique en santé. Il y aura une dizaine de personnes, 10-12 personnes en 2023. Il y a déjà 5 conseillers et conseillères depuis 2022. Et avec Karine, nous coordonnons ce réseau régional, donc un réseau vous voyez, qui à peu près se compose de 135-140 conseillers. Il y a une quinzaine de coordinateurs régionaux. Et donc, c'est l'ANAP qui pilote ça au niveau national. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Je te laisse, Benoît, intervenir. Je vais arrêter ma présentation. Je te remercie par avance pour la. C'est bon, tout le monde voit la présentation? Pas pour l'instant. Oui. Ça devrait être bon. Super, merci. Ça marche. Parfait. Donc, ce que je vais vous dire s'organise en 7 petits paragraphes, un point sur les généralités du photovoltaïque et sur la technologie, la question de l'implantation et de l'intégration des centrales photovoltaïques, notamment en toiture, mais pas seulement, les modalités de vente de l'électricité, les coûts, les typologies de montage et puis un petit point d'actu sur les évolutions réglementaires en cours. Alors peut-être 2 petits mots sur Indigo. Donc Indigo, on est une structure d'études développement durable d'environ 300 personnes maintenant. Et on travaille sur tous les champs du développement durable, depuis les déchets, qui est notre origine il y a un peu plus de 30 ans, jusqu'aux démarches de type plan climat avec les collectivités, en passant par les déplacements ou l'énergie. On est implanté sur 5 grandes, on va dire sur 6 grandes régions avec des petites implantations sur le territoire. Et notre particularité surtout, c'est que le capital de l'entreprise est détenu par les salariés, donc il n'y a pas d'influence externe sur Indigo. Nos métiers, donc je le disais, concernent un petit peu tous les métiers du développement durable et surtout on essaye d'avoir une double approche conseil et ingénierie, c'est-à-dire qu'on fait des missions amont, on fait des missions d'AMO, on fait des missions de conseil, mais aussi on fait de la maîtrise d'œuvre, des missions opérationnelles, ce qui nous permet d'avoir les deux côtés, de voir les deux côtés de la pièce et donc d'enrichir chacune de ces missions par des missions plus opérationnelles. On est qualifié au PQIBI pour ce qui est de la production d'énergie solaire, donc on peut faire des études notamment subventionnées par l'ADEME, des études d'opportunité, des études de faisabilité. On fait aussi de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, notamment sur des patrimoines importants. On assiste plusieurs collectivités sur leur patrimoine pour mise en place de centrales sur différents bâtiments. Et puis, on fait de la maîtrise d'œuvre, comme je vous le disais. Alors, bien sûr, en maîtrise d'œuvre, c'est plutôt des gros projets, donc des projets centrales au sol notamment, mais il peut y avoir de la maîtrise d'œuvre sur du PV en bâtiment public en particulier. Voilà pour Indigo. Donc, je rentre dans le sujet. Quelques généralités que vous connaissez pour la plupart. Hein. Rappelez que la ressource solaire, elle est réelle. Hein. Donc, à gauche, vous avez le schéma de la consommation mondiale annuelle rapportée au rayonnement solaire annuel. En gros, ce que l'on dit, c'est qu'en une seule journée, le soleil fournit l'énergie nécessaire à la consommation mondiale annuelle. C'est à peu près ça. Et puis, sur la gauche, vous avez les réserves fossiles qui sont nettement moindres.
Concernant l'ensoleillement, bon, la France est située dans une partie intermédiaire, mais avec un ensoleillement relativement favorable. On y reviendra un peu plus tard. Alors, un point peut-être important, c'est qu'il n'y a pas que le solaire photovoltaïque qui permet de valoriser l'énergie solaire. Avant toute chose, on a les systèmes passifs, donc la conception bioclimatique qui permet de capter le soleil dans le bâtiment. Et puis, pour ce qui est des systèmes actifs, on a aussi le solaire thermique qui permet en basse température de faire du chauffage de piscine, de l'eau chaude sanitaire, voire du chauffage, et quelques applications de haute température relativement sur de la concentration qui permet de faire des centrales thermiques solaires, par exemple, ou des fours solaires. Quelques avantages et inconvénients de la filière photovoltaïque, qui font souvent couler beaucoup d'encre. Bon, pas d'émissions de gaz à effet de serre, un potentiel solaire, on l'a vu, important et gratuit. Une technique facile d'installation et de conception, très peu d'entretien et aucun bruit ni pollution locale, puisqu'il n'y a ni combustion ni mécanique dans le photovoltaïque, ce qui est assez rare. Quelques faiblesses, donc évidemment, les performances dépendent de la météo, c'est une énergie intermittente. Le stockage est compliqué, c'est de l'électricité, c'est pas propre au photovoltaïque. Toutes les productions électriques ont le même souci. Le rendement est relativement modeste, on est aujourd'hui un peu plus de 20%, et les montages peuvent être complexes, mais je dirais que ça ressemble à pas mal d'autres montages énergétiques. Alors, juste rappeler que l'origine du photovoltaïque, au départ, c'était plutôt pour alimenter des sites isolés, non raccordés au réseau. Des coûts des premiers développements, c'était réservé aux endroits où on ne pouvait pas faire autrement. Et maintenant, donc, on va travailler dans ce webinaire sur les connectés au réseau. Donc, la différence, c'est qu'on travaille en courant alternatif au lieu de travailler en courant continu et qu'on a donc des onduleurs qui transforment ce courant continu produit par les panneaux en courant alternatif qui peut être réinjecté sur le réseau. On n'a pas de stockage et donc on a une interaction immédiate avec le réseau, soit une autoconsommation partielle ou totale, soit une revente de l'énergie produite. Alors, les modes de valorisation du photovoltaïque se répartissent en 3 catégories. On peut faire de la vente totale, c'est ce que l'on faisait beaucoup ces dernières années. C'est à la fois plus simple et c'était jusqu'à maintenant plus intéressant économiquement. Donc, dans ce cas-là, on a un raccordement qui est indépendant, qui peut être relié à l'installation, donc un raccordement indirect, mais en tout cas, l'intégralité de la production est vendue. On peut avoir une autoconsommation partielle, donc avec une vente du surplus et on autoconsomme le reste. Dans ce cas-là, on a un raccordement indirect, c'est-à-dire qu'on est raccordé en aval du compteur sur l'installation du bâtiment. Voilà, ce qui suppose qu'effectivement, si on a un transfo, par exemple, sur l'alimentation du bâtiment, eh bien, on ne peut pas faire une installation qui soit supérieure à la puissance du transfo. Et puis, en autoconsommation totale, c'est exactement la même chose, sauf que là, on interdit l'injection sur le réseau, qui peut faire l'objet d'un ajout d'un petit matériel pour ne pas avoir de retour sur le réseau, et on a une comptabilité différente. Alors, les technologies, je ne vais pas m'étendre, je pense que la plupart d'entre vous connaissent. Simplement, entre le mono et le polycristallin, savoir que d'un point de vue équilibre économique, c'est exactement pareil, puisque le monocristallin, qui produit légèrement plus que le polycristallin, est à peu près dans les mêmes proportions, légèrement plus cher. Donc, en gros, on a le même type d'équilibre économique. Les autres techniques sont aujourd'hui beaucoup moins utilisées. Le silicium amorphe, notamment, on avait des panneaux qui pouvaient se coller sur du bac acier, par exemple, mais ça reste maintenant très minoritaire. Donc, la technique utilisée aujourd'hui, c'est le module photovoltaïque silicium. En voilà. Alors, ils ne sont pas forcément standardisés en dimensions, mais c'est souvent des dimensions
aux alentours d'1 mètre par 1,60 m. Voilà, c'est les choses les plus courantes. On a aussi des panneaux doubles, 2 mètres par 1,70 m. Et en gros, le panneau, il tourne à 350, 370, voire un peu plus maintenant, ça peut monter jusqu'à 400 watts crête. Ce qui est important de voir, c'est que ces panneaux sont maintenant, ont une durée de vie largement supérieure à 25 ans. Ils sont bien souvent garantis 25 ans avec des pertes à 25 ans, en général, de moins de 80%. Donc, on a vraiment une visibilité dans le temps avec le photovoltaïque. On a donc les autres techniques, voilà, des modèles hybrides en particulier, où on peut produire de la chaleur grâce à l'échauffement du panneau pour avoir une application de type préchauffage. Ça peut être un préchauffage d'eau chaude sanitaire. C'est relativement peu intéressant pour des grandes installations. Et puis, il reste encore un petit peu de souple organique sur des applications très spécifiques. Alors, l'implantation du photovoltaïque en toiture, pour commencer. Donc, autrefois, on installait des bâtis supports scellés à la structure béton. Bon, le problème, c'est qu'on a des perforations d'étanchéité et puis des ponts thermiques. Donc, on utilise de moins en moins cette technique-là. On utilise plutôt des techniques de type support lesté, qui peuvent être soit des supports individuels par rangée de panneaux, soit des supports qui sont connectés entre eux et qui permettent d'obtenir des surpoids plus faibles. C'est des supports métalliques et en fait, comme toute l'installation est rendue solidaire, il y a moins de prise au vent et une meilleure résistance. Donc, on a des surpoids qui sont maintenant plus faibles. Et puis, l'autre technique, c'est la technique des plots soudés sur étanchéité. Donc, le support d'étanchéité, ça peut être un support maçonné, ça peut être un bac acier étanché. Par contre, si on a un isolant, il faut que l'isolant soit de compressibilité classe C minimum. Et puis ensuite, selon les types de membranes, on a des plots adaptés pour être soudés sur la membrane. Et dans ce cas-là, évidemment, on n'a ni perforation ni pont thermique. Par contre, on a un petit peu moins de réversibilité que la solution précédente, qui peut être démontée intégralement et rendre le toit sans aucun équipement. Il reste encore des installations avec des panneaux intégrés à la toiture, donc qui font l'étanchéité. Cette solution devient rare et est réservée en général à des questions architecturales particulières sur des bâtiments classés ou au voisinage de bâtiments classés. En toiture inclinée, par contre, on peut avoir de la surtoiture, soit sur une couverture type tuile ou bac acier ou ardoise. Donc, on vient rajouter une structure et fixer les panneaux, le plus souvent sans intervenir. Alors, soit on perce le bac en sommet de l'onde, soit on le pince, auquel cas on n'a pas de risque risque lié aux perforations de la toiture. Et par les tuiles, on arrive maintenant à avoir des crochets qui viennent se greffer sous les tuiles. Enfin, comme application, on peut avoir des brise-soleil. Alors, autrefois, il y avait des brise-soleil verticaux, mais bon, les brise-soleil verticaux semi-transparents, c'est relativement coûteux et le rendement est quand même beaucoup plus faible. Donc, on passe plutôt sur des prises-soleil inclinées, type brise-soleil métallique fixe, qu'on adapte en fonction de la protection solaire dont on a besoin et qui permet d'avoir en plus une production photovoltaïque. Alors, la production électrique, on va dire qu'en Bourgogne-Franche-Comté, vous êtes dans la zone intermédiaire. On est aux alentours de 1000 kWh par kilowatt crête. Les ratios sont relativement simples. Alors, ça peut être un peu plus maintenant parce qu'on commence à dépasser un petit peu ces performances, mais c'est entre 1000 et 1100 kWh par kilowatt crête par an. Évidemment, ça, c'est dans le cas favorable. Le cas favorable, c'est inclinaison à 30 degrés plein sud. Donc après, selon le type d'inclinaison que vous avez et l'orientation, on vient légèrement
réduire cette productivité. Les onduleurs donc, fournissent le courant alternatif au réseau. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'un onduleur, c'est un appareil électronique qui dégage de la chaleur. Donc, s'il est installé à l'intérieur, pensez bien à ventiler correctement le local. Voilà. Ensuite, les onduleurs sont de différents types. Ils peuvent être de type indépendant par panneau, de type micro-onduleur. Chaque panneau a son onduleur. Les plus courants sont des onduleurs string, donc qui permet de rassembler des grappes de panneaux. Puis ensuite, on a des onduleurs en centrale qui permettent, pour les grosses installations, de raccorder notamment en haute tension, et ces onduleurs sont utilisés pour des grosses installations en toiture ou des installations au sol. Alors, on en vient aux modalités de vente de l'électricité. Aujourd'hui, on a toujours la possibilité de vendre son électricité photovoltaïque grâce à l'obligation d'achat. Donc, la nouveauté, c'est que cette obligation d'achat, elle a été élargie jusqu'à 500 kW/crête. Donc, vous pouvez faire une installation de 499 kW/crête et vendre en obligation d'achat directe sans passer par un appel d'offres creux, ce qui est quand même un point intéressant, avec un contrat d'achat d'une durée de 20 ans, dont vous avez les tarifs ici. Ce qu'il faut voir, c'est que ces tarifs ont baissé régulièrement jusqu'à l'année dernière, et que depuis l'année dernière, ils ont tendance à se redresser très légèrement, liés notamment à des matériels dont les coûts ont augmenté de façon conjoncturelle, mais qui se maintiennent un petit peu, et surtout aussi au fait que les marchés de l'électricité, comme vous le savez, ont subi une forte hausse ces derniers mois, et donc ça s'adapte un petit peu en fonction de ça. Donc, on a une meilleure rentabilité aujourd'hui de certaines installations. Et un point important, c'est que le nouveau tarif 100-500 kW/crête, donc la dernière tranche d'obligation d'achat, a la particularité d'avoir un tarif d'achat en vente totale ou un tarif en vente de surplus qui est le même. C'est-à-dire que si vous choisissez, si vous faites une installation de plus de 100 kW/crête, vous pouvez dans tous les cas faire de l'autoconsommation, puisque même si vous avez un mauvais taux de couverture, vous vendrez votre électricité en surplus au même prix que si vous faisiez de la vente totale. Au-dessus de 500 kW/crête, on a des appels d'offres, toujours. Alors, ces appels d'offres, ils ont un petit peu évolué dans le temps. C'est maintenant des appels d'offres avec complément de rémunération. C'est plus seulement des prix d'achat, mais le principe est toujours le même. Le candidat fait une offre de prix d'achat dans le cadre d'une consultation. Actuellement, on a 3 périodes de candidature par an au niveau des appels d'offres creux. Et puis ensuite, la creux épluche les candidatures et attribue des productions selon les candidats. Le candidat s'engage à ne pas recevoir d'autres aides publiques. C'est aussi le cas pour les tarifs d'achat en obligation d'achat. Donc, il n'y a plus de subventions possibles en obligation d'achat. Il y en a toujours, évidemment, si vous sortez de l'obligation d'achat. Donc, la notation des candidats se fait en fonction du prix. Il peut y avoir des points complémentaires attribués soit au niveau du contenu carbone de l'installation et au niveau du financement collectif ou de la gouvernance partagée des installations, ce qui fait que pas mal d'installations se font avec une part de financement participatif. Les entreprises doivent être qualifiées pour pouvoir répondre à des appels d'offres creux, l'entreprise qui fait les travaux. Et puis, il reste aussi la possibilité de faire des marchés de gré à gré avec des fournisseurs d'énergie en direct, donc hors obligation d'achat et hors appel d'offres creux. Ça commence à prendre de l'ampleur, notamment pour des installations relativement importantes ou des installations au sol.
Alors, le périmètre de l'appel d'offres creux, donc c'est 500 kW crête, 8 MW crête, donc toiture ou ombrière, hein, c'est le même appel d'offres. Et voilà, la notation, c'est à peu près 70 points pour le prix, 25 pour l'impact carbone et 5 pour la gouvernance et le financement. Et là, on voit très bien sur la courbe que vous avez à droite, eh bien, la remontée légère, mais quand même sensible. Hein. On est repassé de 83 € du mégawattheure à 90 dans les derniers. Un mot sur l'autoconsommation. Donc, l'autoconsommation est possible depuis 2017. Avant, elle était interdite. Hein. Enfin, en tout cas, si on faisait de l'autoconsommation, il fallait faire de l'autoconsommation totale. Donc maintenant, on peut faire de l'autoconsommation partielle à l'échelle du bâtiment, à l'échelle d'un ensemble de bâtiments, voire à l'échelle d'un quartier. On n'abordera pas dans ce webinaire l'autoconsommation collective, mais s'il y a des questions, ça pourra être évoqué la semaine prochaine, par exemple. Donc l'autoconsommation, ben, vous avez une partie qui est utilisée dans le bâtiment et puis une partie qui est revendue sur le réseau. Alors, évidemment, l'intérêt, c'est d'essayer d'augmenter le taux d'autoconsommation. Hein. Donc, alors, on a une production qui est la courbe orange. La consommation, c'est la courbe grise. Et donc, on va chercher au maximum à essayer d'augmenter l'autoconsommation du bâtiment de manière à augmenter l'équilibre économique de l'opération. On disait jusqu'à maintenant couramment qu'aux alentours de 70-80% d'autoconsommation, on était bon économiquement. Ce chiffre a tendance à baisser un peu avec l'augmentation des coûts d'énergie. Alors, quelques mots sur les coûts. Bon, déjà, en termes de dimensionnement, hein, si vous avez une toiture, pensez que vous avez au moins 30% de la toiture qui sera inutilisable. Du fait des cheminements, des équipements de CVC que vous pouvez avoir en toiture, des sorties de toiture, voilà, groupe froid ou autre. Ensuite, si vous choisissez d'orienter vos modules plein sud, il faudra les incliner, il faudra les espacer évidemment pour éviter les ombrages d'une rangée sur l'autre. Voilà, et ce qui se fait souvent, mais tout dépend de la configuration, c'est d'implanter des modules inclinés en est et ouest. Et dans ce cas, on peut effectivement récupérer de la surface du fait que le module est incliné soit à l'est, soit à l'est, et donc il n'y a plus d'ombrage d'une rangée sur l'autre. En gros, on a à peu près 200 watts crête par mètre carré de toiture disponible. Installable. On a des règles de circulation qui sont liées à la fois pour la sécurité incendie, donc SDIS, et puis pour l'accès aux panneaux. Donc voilà, on a des cheminements à respecter, donc on ne peut pas faire toute la toiture. En règle générale, 1 mètre des acrotères et puis 90 cm des différents accès et entre les différentes nappes. Au niveau des coûts, ces coûts se sont stabilisés sur les derniers mois, voire légèrement augmentés sur certains types d'installations. Ils tournent aux alentours de 1 € par watt crête à partir de 100 kW. Et puis en dessous, plus on descend en taille de centrale, mais j'imagine que du 3 kg, ce n'est pas ça qui va trop vous intéresser. Mais voilà, on peut descendre jusqu'à 2 € du watt crête si on descend en puissance. Ça, c'est les coûts d'investissement de la centrale. Ensuite, on a les coûts de raccordement au réseau électrique. Donc, jusqu'à 18 kWh, on est en monophasé. Au-dessus, on est en triphasé. Donc, sur les installations jusqu'à 18, c'est des coûts forfaitaires qui sont relativement modestes. Ensuite, il faut avoir une étude Enedis. Donc, on a sur le site d'Enedis la possibilité d'accéder à des coûts, des simulations de coûts de raccordement. Et si les données ne sont pas suffisantes, il faut faire une demande de devis. Ou pour les installations de plus de 250 kW, il faut forcément avoir un devis d'Enedis. Au-delà de 250 kVA, on se raccorde en haute tension et donc on a
aussi la quote-part du S3R-ENR. Donc, le S3R-ENR, c'est un schéma régional qui définit une mutualisation des coûts sur le réseau de transport. Tout le monde paye la même chose proportionnellement à sa puissance raccordée. Donc, votre S3R-ENR en Bourgogne-Franche-Comté vient d'être mise à jour et la quote-part est de 65 € par kilowatt. Ensuite, on a le TURP qui est payé annuellement. Hein, donc, c'est on va dire, une contribution au réseau, hein, donc qui est forfaitaire par tranche de puissance. Donc, que l'on ajoute au prix de suivi de l'installation. Et puis en entretien maintenance, on a un entretien maintenance réduit sur photovoltaïque. Je dirais que le plus important, c'est le point du milieu. Il faut impérativement avoir un monitoring sur toutes les centrales, puisque le risque, c'est que la centrale ne produise pas ce qui est prévu. Autrement, en entretien maintenance, c'est assez léger. On peut faire un nettoyage annuel, surtout si les panneaux sont posés en horizontal. Dès qu'on a une pente suffisante de l'ordre de 15 degrés, c'est auto-nettoyant. Sinon, il faut faire un petit nettoyage et puis une vérification de l'état du système régulière. Voilà. Mais on a des coûts d'entretien maintenance qui sont très faibles, vous voyez, inférieurs à 2% du coût d'investissement, y compris en comptant l'onduleur qui, lui, en général, dure de l'ordre de 10 à 15. Ensuite, on a une fiscalité pour les installations au-delà de 100 kW, donc l'IFER, voilà, qui est une taxe sur ces installations. Concernant le calcul de productible, vous avez divers outils que je vous ai mis là qui permettent facilement d'avoir une première idée du productible que vous pouvez attendre d'un projet en intégrant son orientation, son inclinaison, la surface évidemment, et les masses. Donc, c'est relativement accessible de se faire une première idée. On en vient au type de montage. Alors, j'ai fait deux catégories de montage. Hein. La possibilité de faire un montage finalement en maîtrise d'ouvrage direct, en interne, un portage interne, et puis le recours à un tiers investisseur. Alors évidemment, techniquement, on doit faire la même chose, mais c'est pas les mêmes qui font. Donc en portage interne, vous démarrez par une étude d'opportunité qui peut être faite sur plusieurs sites et qui vous permettra aussi de valider quels sont les sites les plus intéressants, par exemple. Avec ça, vous faites le choix de sites. Vous passez en étude de faisabilité. Et là, ce qui est important, c'est tout de suite de vérifier les règles d'urbanisme, notamment si on est en périmètre ABF, de vérifier les contraintes de terrain, si vous faites du PV au sol ou du PV en ombrière, de réaliser une étude structure si vous êtes en toiture, et puis ensuite de faire une prévision de productible et une analyse économique de votre installation. Voilà. Ensuite, vous pourrez consulter différents installateurs. L'étude d'impact est obligatoire à partir de 1 MW crête. Par contre, elle peut être rendue nécessaire en dessous à partir de 250 kW crête au cas par cas. Donc, il faut interroger la DDT sur votre projet pour savoir s'il est supérieur à 250 kW. S'il est soumis à une étude d'impact ou pas, vous verrez que l'étude d'impact a un impact, c'est le cas de le dire, important en matière de délai. Si c'est un tiers investisseur, eh bien, je vous conseille de choisir un AMO. Vous pouvez bien sûr faire sans, mais c'est quand même pas mal d'avoir un œil extérieur vis-à-vis des différentes propositions que vous pouvez avoir. Vous réalisez une étude d'opportunité, donc cet AMO peut vous faire ça. Et ensuite, vous passez à un appel à manifestation d'intérêt. On va le détailler un petit peu après. Vous choisissez un développeur et c'est lui qui réalise l'ensemble des études de projet et administratives sur votre projet. Et
tout ça se matérialise par une signature de bail avec le tiers investisseur. Donc, le calendrier qui est commun aux deux typologies de portage avec quelques variantes. En gros, 2 mois pour faire les premiers choix d'AMO. 1 à 3 mois d'études d'opportunité. Ensuite, vous avez 2 solutions pour consulter un développeur. Vous pouvez, si c'est une petite installation, par exemple sur un bâtiment administratif où vous avez une petite installation, si vous avez par exemple une centrale villageoise dans votre territoire et qui est intéressée et avec laquelle vous voulez travailler, vous pouvez passer par une publicité préalable. C'est-à-dire que si vous avez un développeur avec lequel vous avez travaillé et que vous voulez passer avec lui, enfin que vous vous sentez en confiance, méfiez-vous quand même. Dans ce cas-là, vous pouvez faire une publicité préalable. Et donc, si vous publiez que vous réalisez une installation, si pas d'autres candidats se positionnent, vous pouvez travailler en direct avec la structure avec qui vous avez déjà commencé à réfléchir. Sinon, c'est un AMI, un appel à manifestation d'intérêt. Alors ça, je parle pour des bâtiments publics ou des bâtiments hospitaliers notamment. Dans le privé, évidemment, vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Donc l'AMI, avec la sélection du développeur, faut quand même compter 3-4 mois minimum. Et puis derrière, lui, il va faire, ou vous, si vous le gardez en maîtrise d'ouvrage direct, des études techniques, 3 à 6 mois, et en même temps, en parallèle, des démarches administratives, en parallèle à partir d'un certain niveau. Donc, demande d'autorisation si l'installation est inférieure à 250 kW de crête, et au-dessus, un permis de construire. Alors, sans étude d'impact, si vous n'êtes pas soumis à l'étude d'impact au cas par cas jusqu'à 1 MW, et sinon, avec étude d'impact. Dans le cas d'une étude d'impact, il faut compter 7 mois déjà, rien que de délai administratif, plus la réalisation de l'étude qui peut aller jusqu'à 18 mois si on a des études sur des espèces en voie de disparition, par exemple. On a besoin de faire des observations qui peuvent prendre du temps. Et ensuite, on a la demande de contrat de raccordement et de contrat d'achat qui se fait en général en même temps, qui est relativement courte maintenant. Les travaux, c'est la phase qui n'est pas la plus longue, y compris pour des installations. Alors, évidemment, si vous faites 10 MW, ce sera un petit peu plus, mais en toiture ou sur des installations en ombrière, c'est relativement rapide. Il faut compter un délai d'1 à 2,5 années, tout compris, entre le moment où vous commencez à consulter et le moment où l'installation peut être mise en service. Donc, sur des installations modestes, on va dire, vous pouvez passer en déclaration préalable, c'est suffisant. Sur un bâtiment neuf, évidemment, il faut l'inclure dans le permis de construire. Pensez à l'ABF si vous êtes à moins de 500 mètres d'un bâtiment historique. Et puis, les demandes de raccordement et de contrat d'achat se font maintenant relativement simplement, directement en ligne sur le site Enedis. Dans le cas de PV au sol ou d'ombrière, il faut penser à faire une étude topographique complémentaire. Donc, c'est une étude concernant le terrain, une étude sur les obstacles en sous-sol, alors donc soit archéologie, soit réseau, et une étude géotechnique pour les fondations des supports des panneaux. Dans le cas de gros projets de PV au sol, on peut avoir des études particulières qui peuvent venir, y compris en complément de l'étude d'impact ou en préalable à cette étude, notamment sur la nature du sol, des études agricoles ou forestières, mais bon, vous n'aurez peut-être pas beaucoup de projets en forêt. Et puis, sur les espèces protégées, il peut y avoir des dérogations qui peuvent être demandées. Voilà un exemple de PV au sol. Alors ça, c'est un PV au sol en milieu naturel pollué. Voilà, donc c'est tout simplement pour vous donner les informations qu'on peut avoir besoin en PV au sol.
Donc, les limites de propriété, les voiries, la protection incendie, et puis évidemment le raccordement, donc le point de transfo et le point de livraison au réseau. Ça, c'est une petite installation, mais il commence à s'en développer plus qu'avant. Alors, peut-être qu'on peut finir par un petit exemple sur une installation de toiture que vous pourriez rencontrer sur vos bâtiments. Donc là, il s'agit d'un bâtiment, ce n'est pas un bâtiment hospitalier ou médico-social, c'est un bâtiment technique, mais on peut avoir tout à fait des projets assez similaires. Donc avec une toiture un petit peu mixte, une partie en toiture terrasse béton étanché, et puis une toiture en bac acier étanché. Voilà, avec une inclinaison qui est relativement optimale, hein, quasi plein sud. On voit ici qu'on a un peu des masques, donc il y a une étude ombrière, mais on verra que les masques là sont relativement pénalisants. Ce que l'on fait, c'est qu'on fait une analyse des consommations, hein, pour pouvoir travailler sur l'autoconsommation. Donc, on fait une analyse des appels de puissance sur l'année entière. De là, on tire une monotone, hein, qui permet de prédimensionner un premier niveau de talon. Et ensuite, on fait tourner une simulation pour voir quel est le taux d'autoconsommation de l'installation selon différentes hypothèses de puissance installée. Donc là, on a proposé le maximum que peut abriter la toiture, c'est 56 kW. On a proposé de faire une version à 30 kW pour s'approcher d'un meilleur taux d'autoconsommation. Et puis, il y aurait la possibilité de faire une ombrière sur le parking voisin du bâtiment et de monter jusqu'à 130 kW en ombrière, avec différentes valorisations en vente totale ou en autoconsommation. Donc, on voit qu'à 30 kg, on a de l'ordre de 80% d'autoconsommation, ce qui est très favorable pour l'autoconsommation. Techniquement, voilà ce qui a été étudié. Donc, c'est des panneaux en toiture, hein, posés on va dire en surtoiture, mais bon, de type plot, hein, puisqu'on a une étanchéité, que ce soit sur le bac acier ou sur la toiture terrasse. Donc, les panneaux parallèles au toit, donc ici à plat et ici posés en légère pente, inclinés à 15 degrés au sud. Et puis, pour ce qui est de l'ombrière photovoltaïque, ce qui a été étudié, c'est une ombrière sur les parkings. Et on voit déjà, rien que sur la photo, qu'on a quand même, je ne sais pas à quelle heure a été prise cette photo, sans doute dans un contexte non favorable, mais on a une question de masque du fait des arbres ici. Dans le cas de l'installation en ombrière, il faudrait vérifier d'une part que le raccordement est suffisant. Le raccordement Enedis, hein, le câble existant, et sans doute modifier la puissance de l'installation, puisque 130 kg, ça dépasse le tarif de raccordement du bâtiment aujourd'hui. Donc, il faudra modifier le contrat d'achat de l'installation. Alors ensuite, on a étudié les différents cas d'autoconsommation. Donc ici, pour 30 kW, on voit qu'on a quand même une assez bonne autoconsommation, hein, à la fois de façon saisonnière, y compris sauf en juillet, hein, mais y compris en mi-saison, on a une bonne autoconsommation. Et dans la semaine aussi, on a une assez bonne autoconsommation. Là, c'est dans le cadre de l'ombrière, donc on voit très nettement que l'ombrière énormément en été et que là, on a quand même une faible autoconsommation, hein, donc on tombe à 36%, hein, pour 130 kW. Et puis, on finit par une analyse économique. Donc, on a pris une analyse économique sur la durée de vie de la centrale enfin, ou plutôt sur la durée de l'obligation d'achat, donc 20 ans. Il faut savoir qu'une centrale, elle peut durer plus que 20 ans, hein, elle peut durer 25 ans, elle peut sans doute aller jusqu'à 30 ans. Donc, ça veut dire qu'au-delà du contrat d'achat, on peut imaginer, et les développeurs maintenant l'intègrent, qu'on a une valorisation économique de l'installation au-delà de l'obligation d'achat.
D'ailleurs, les baux, maintenant, peuvent durer plus que 20 ans, peuvent aller jusqu'à 25 ans de manière à équilibrer les installations et générer des recettes plus importantes en allongeant la durée de vie de l'installation. Mais là, on a gardé 20 ans, donc la durée d'obligation d'achat, donc on va dire que c'est prudent. Et on voit très bien que en vente totale, que ce soit en vente totale 56 kg, donc le total de la toiture, on voit qu'on a un temps de retour brut qui est relativement élevé, donc on a une rentabilité qui n'est pas bonne. Et en vente de surplus, que ce soit à 30 ou à 56, on voit que finalement on a assez peu d'écart. Donc là, on a quelque chose qui est satisfaisant, puisque c'est pas hyper rentable, mais on est en dessous de la durée de vie on a intégré des coûts financiers, bien sûr, donc on est en dessous de la durée de vie de l'installation. Donc on a un réel intérêt à faire une installation en vente de surplus qui peut être de 56 kg d'ailleurs. Il n'y a pas vraiment de raison de la limiter à 30. Et en ombrière, du fait de la baisse je ne vous ai pas donné les détails, mais en gros, on perd 10% du fait des masques qui étaient présents sur le site. Et compte tenu du mauvais taux d'autoconsommation, on a quand même un peu de mal à rentabiliser les ombrières qui, en vente totale, ne passent pas mieux. Donc, on pourrait faire des ombrières, mais il faudrait se rapprocher à ce moment-là d'une puissance de l'ordre de 60 kW pour avoir un équilibre économique intéressant. Alors, quelques mots sur les évolutions réglementaires. Alors, d'abord, les évolutions réglementaires passées. Donc, vous savez que depuis la loi énergie-climat et la loi climat-résilience, pour les bâtiments neufs, vous devez faire une installation solaire. Alors, ça ne concerne pas les bâtiments de santé, c'est uniquement les bâtiments de bureaux, mais peut-être que dans certains cas, vous pouvez quand même y être confronté. Et surtout, les parkings couverts accessibles au public, les parkings nouveaux doivent être équipés de panneaux photovoltaïques. Voilà. Donc, à partir de 500 mètres carrés, à partir de l'année prochaine, vous serez obligé d'équiper vos parkings. On va voir juste après que ce taux de 50%, il a été même rehaussé un petit peu, enfin, où il va être rehaussé. Et pour des parkings extérieurs, donc du parking enrobé, il faut tout équiper. Ça, c'est pour les projets nouveaux. Et l'évolution qui est assez récente, puisqu'on ne sait même pas si elle est encore votée, ça doit être voté aujourd'hui à l'Assemblée nationale, donc c'est la loi accélération des énergies renouvelables, qui prévoit, pour ce qui est des parkings existants, donc j'ai bien dit existants, donc tous les parkings que vous avez aujourd'hui, qui sont existants, accessibles au public, de plus de 1500 m², seront concernés par cette nouvelle loi d'obligation d'installation d'ombrières photovoltaïques. Il était imaginé dans le projet de loi une obligation d'équipement des toitures existantes, mais cet article a été abandonné dans les derniers arbitrages à l'Assemblée, donc on ne devrait pas se retrouver dans la loi une fois votée. Par contre, il y a bien une augmentation du taux de couverture de 50 à 60% pour les bâtiments neufs ou l'ornement rénové, ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà pour les évolutions qui concernent les installations photovoltaïques dans le projet de loi en cours d'adoption. Voilà, moi j'ai fini. Je vais passer la parole. Du coup, j'arrête le partage et je laisse Bertrand continuer. Merci. Merci Benoît. Et après la présentation de Bertrand, on pourra répondre aux questions. Bonjour à tous, donc Bertrand Cordonnier de la Bourgogne-Franche-Comté. Alors moi je vais faire très rapide, comme ça laissera le temps pour répondre aux différentes questions. Quelques diapos sur notre soutien au photovoltaïque. Comme il n'y a pas d'aide
d'investissement pour le photovoltaïque, puisque vous bénéficiez de tarifs d'achat total ou en surplus. Attention, C'est un peu tarif acheté, d'achat. Bertrand. Je ne sais pas si c'est le cas pour Benoît, pour d'autres, mais Ah, alors j'ai arrêté la vidéo pour Ouais, je confirme qu'on n'entend pas bien. ça marche. et je vais essayer de parler plus près du micro et plus doucement. Oui, donc je disais, de toute façon, voilà, moi j'ai quelques diapos sur notre soutien, donc ça va aller rapide. Donc voilà, sur le d'aide, comme il est dit, hein, si vous bénéficiez du tarif d'achat en vente totale ou en surplus, voilà, vous ne pouvez pas cumuler avec une autre aide. Dans tous les cas, il n'y a pas de dispositif d'aide aux investissements pour le photovoltaïque. Côté ADEME, on a une aide par contre aux études. Alors oui, il y a plusieurs personnes qui donnent le son n'est pas très bon, mais je crois qu'on n'aura pas beaucoup de solutions. On va essayer. Enfin, Bertrand, je te laisse continuer de présenter un petit peu, mais c'est vrai que c'est pas forcément facile pour. Pour écouter, je vais faire très rapidement parce que ouais, j'essaie de répéter mon. Je ne peux pas faire grand-chose d'autre. Je vais faire très rapide si c'est pas. Dans tous les cas, donc côté ADEME, et puis je vais le lancer à peu près pour ensuite. On peut vous aider sur la réalisation d'une étude photovoltaïque. Donc, pour cela, il faut respecter le cahier des charges ADEME. Je vous ai mis un lien et puis un petit détail de ce que comporte le cahier des charges. C'est grosso modo ce qui vous a été présenté dans l'exemple. Hein. Une nécessité que le bureau d'études soit labellisé RGE photovoltaïque pour que les et un dépôt de interne. Une aide de 50 à 70% en fonction de la taille de l'entreprise. Coût, donc hors taxe de l'étude. Et juste pour finir, très rapidement, il y a un lien pour s'informer si vous voulez plus d'informations. Il y a vraiment un site très bien formation. Et on a créé aussi en région une boîte à outils pour vous aider si vous voulez porter un peu votre projet plus ou moins ou en ou certaines phases, un recensement de toutes les ressources, de toutes, en tout cas, de partie des ressources à monter un projet. Je rejoins tout, hein, pour faire un compatible pour les établissements de santé. Par contre, voilà, c'est vraiment pas mal de documents qui existent. Donc voilà, j'en finis avec les contacts évidents. Polo qui est à l'ADEME. Dommage, effectivement, Bertrand, on n'entendait pas très bien ton intervention. Je pense que de toute façon, la présentation sera disponible. Comme vous l'avez compris, l'ADEME intervient sur des études de faisabilité en autoconsommation individuelle. Ce sont des dispositifs qui peuvent être ouverts aux établissements de santé médico-sociaux. C'est fortement conseillé, et Benoît en a parlé tout à l'heure, hein, pour la réalisation de vos projets. Il faut bien sûr que le professionnel, vous l'avez vu, soit qualifié RGE. Donc, il y a une liste disponible sur le site QIBI. Donc, ça, vous aurez le lien, bien sûr. Et donc, c'est bien Bertrand qui, à l'ADEME, est en charge d'instruire les demandes d'aide. Donc, voilà, n'hésitez pas, si vous avez un projet, à me contactez directement Bertrand pour voir le taux d'aide, puisque vous voyez qu'il varie entre 50 et 70%, donc ça dépend de votre statut, taille d'entreprise, etc. Voilà. Ça, c'est des choses à vérifier directement auprès de l'ADEME. Et un dépôt de dossier, il y a une plateforme dématérialisée qui a mis en place l'ADEME il y a déjà quelques années, qui est relativement bien faite, et vous pouvez déposer, téléverser vos documents. Et ensuite, il y a une instruction qui est réalisée. Vous avez un retour de l'ADEME qui ne vous donne pas un accord de principe, puis ensuite une convention qui ensuite. Voilà, c'est un vite très condensé, mais c'est plutôt une bonne, un bon coup de pouce puisque c'est des frais à prévoir et sans savoir si effectivement le projet est faisable ou pas. Donc, pour ma part, je trouve que c'est plutôt positif que l'ADEME puisse aider sur ce volet-là, puisque les résultats d'études peuvent effectivement être assez
assez variable, et c'est bien de passer par cette case-là, aussi pour des questions d'assurance, pour des questions diverses et variées. Enfin, l'étude est souvent l'élément indispensable pour la suite du projet. Écoute, merci Bertrand. On refera le lien. On a un document aussi complémentaire sur l'ensemble des aides financières sur les énergies renouvelables pour les établissements de systèmes médico-sociaux où figurent tes coordonnées. Donc, je pense que là, les participants ont bien identifié que c'était toi, le monsieur photovoltaïque à l'ADEME, en tout cas sur ce sujet d'études. Ce que je vous propose, c'est peut-être, Benoît, pas mal de questions pour toi, du coup, liées notamment. Alors, première question qui se posait, c'était sur l'impact écologique des panneaux. Il y a des questions sur la CV, des questions qu'on peut retrouver sur les terres rares, les métaux, etc. Voilà, je propose d'y répondre. Après, on arrivera sur les questions liées à l'investissement, à la rentabilité. Je te les poserai au fil de l'eau. Plus des questions aussi sur la créer, les appels d'offres, un petit peu plus de précision, voire un webinaire complémentaire. Alors, ça fait qu'on en discute, qu'on réfléchisse. La fiscalité, est-ce que je dois consulter un architecte qui a conçu le bâtiment, les questions de zone ABF, quelle technologie de panneaux. Enfin voilà, en gros, rapidement, les sujets, je les ai cités, mais je reviendrai dessus au fil de l'eau. Donc, au niveau si tu as des éléments de réponse, Benoît, sur l'impact de ces panneaux photovoltaïques. Oui, alors, oui, c'est vrai que j'ai pas fait de diapo là-dessus. Très clairement, aujourd'hui, l'impact des panneaux photovoltaïques, y compris pour du panneau chinois, il est inférieur en termes de bilan carbone, si on parle carbone. Le bilan carbone, il est inférieur en 1 an et demi, c'est-à-dire le retour du bilan carbone d'un panneau standard chinois, installation complète compris, avec son onduleur et ses câbles, c'est 1 an et demi, c'est moins d'1 an et demi. Voilà. Éventuellement, je te transmettrai, David, des éléments là-dessus que tu pourras faire suivre. Voilà, ça c'est en carbone. Et en énergie, c'est même plutôt un peu plus court. On est autour d'une année de temps de retour de la dépense énergétique liée à la fabrication d'un panneau. Voilà. Donc, après, il n'y a pas eu de question par rapport au recyclage. On a souvent cette question-là. Donc, il faut savoir que d'abord, il y a assez peu de panneaux recyclés parce que les panneaux, il n'y en a pas beaucoup qui ont 20 ans posés en toiture, même s'il y en a, et il y en a qui ont 20 ans et qui continuent à produire. Par contre, la filière est organisée et prête pour recycler essentiellement le verre et le silicium contenu dans les panneaux. Il reste uniquement la partie, on va dire, organique, les films qui sont à l'arrière des panneaux qui ne sont aujourd'hui pas recyclables. Ça, c'est pour les impacts, on va dire, carbone et écologie des panneaux. Après, j'avais juste attrapé au passage, et j'en profite pour répondre maintenant, quelqu'un qui demandait si c'était intéressant de faire des installations avec des panneaux avec 20% de rendement alors qu'on espérait qu'il y en ait plus. Bon, ça, c'est une question, on va dire, qui pourrait s'adresser à n'importe quelle technique. Toutes les techniques évoluent. Le PV a quand même évolué énormément ces derniers temps et évolue moins vite aujourd'hui. Donc, on va dire que c'est une filière qui est mature. Donc, c'est un fait qu'on a un rendement qui est de 20%. Mais si vous installez pas de panneaux, vous avez un rendement de 0, c'est-à-dire que vous avez le choix entre poser des panneaux sur votre toiture et récupérer 20% de l'énergie du soleil arrivant sur le toit ou pas du tout. Donc, en fait, c'est plutôt une question d'équilibre économique qu'il faut voir, plutôt qu'une question purement de rendement pur. On a aujourd'hui des surfaces importantes qu'on peut équiper. Et si on a de production, eh bien, c'est toujours 20%. Après, ce qu'il faut, c'est qu'effectivement, on arrive à trouver des équilibres économiques. Et aujourd'hui, on trouve des équilibres économiques. Ce que je n'ai pas dit, c'est que si vous faites des installations en propre, en investissement interne, on n'a aujourd'hui pas de difficulté à financer le photovoltaïque du fait des obligations d'achat et parce que c'est justement une filière mature et prévisible
et que les banques financent très facilement les installations photovoltaïques. Au sujet des terres rares, tout ça, je ne sais pas si tu l'avais traité, j'ai pas fait attention, mais il y a une note de l'ADEME sur le sujet, c'est les métaux de terres rares dans les panneaux. Je ne sais pas si tu veux. Ouais, est-ce que vous m'entendez mieux du coup? Ouais, on t'entend mieux, ouais. Ouais, alors, vous me dites, hein, si ça coupe vraiment, je me tairai définitivement. Mais en effet, hein, sur les terres rares, nous, on a sorti une étude et puis il y a énormément de documentation, hein. Alors, il n'y a pas de terres rares dans les panneaux photovoltaïques cristallins comme vous les mettez sur vos toits. C'est important à rappeler. On l'entend souvent, mais il n'y a pas de question à se poser sur les terres rares, sur le photovoltaïque. Sur des couches minces, le photovoltaïque un peu plus spécifique, qui représente en gros 5% hein, du marché. Là, voilà, on retrouve des matériaux un peu plus spécifiques. Par contre, sur les panneaux qu'on a l'habitude de voir sur le toit, pas de terre rare et on n'a pas de matériaux précieux. Hein, je dirais que c'est peut-être l'argent qui est problématique. On a un problème de provisionnement en silicium, en tout cas. Il y en a là où par contre, les matériaux critiques, plus que quelques pays qui maîtrisent les ressources, le silicium, qui a plus de stratégie. C'est encore un peu saccadé, Bertrand. Malheureusement, on n'entend pas complètement. On a bien entendu le fait qu'il n'y ait pas de terres rares, métaux précieux dans les panneaux poly et mono cristallins. Ok, je laisse Benoît compléter alors. Et on pourra faire circuler cette note ADEME qui est vraiment intéressante, qui synthétise bien le sujet. Mais c'est dommage, c'est vrai que malheureusement, tu n'entends pas bien, Bertrand. En tout cas, voilà, l'ADEME a produit des notes sur le sujet. Et ce sujet, c'est vraiment intéressant. Je mettrai ces ressources supplémentaires, je les enverrai par mail ou en ligne. Bon, dommage. Sur la partie intégration, Benoît, on revient sur une question sur un EHPAD qui est face à un monument historique, quel type de produits peuvent être proposés? Ben ça, c'est une discussion avec l'ABF, hein, clairement. Ça va dépendre de la co-visibilité, puis ça va dépendre de l'ABF aussi. Donc là, il n'y a pas vraiment de réponse. Il faut impérativement rencontrer l'ABF et puis voir quelles sont ses demandes, sachant qu'il arrive quand même régulièrement que ce ne soit pas possible d'installer du photovoltaïque en proximité immédiate d'un bâtiment historique. Après, il peut y avoir des cas en intégration totale où on peut s'en sortir, ou alors si le bâtiment si c'est sur une partie non visible depuis le bâtiment historique. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut rencontrer l'ABF. Sur le sujet de la creux, alors tu as apporté quelques éléments quand même de réponse sur 3-4 slides, sur ces appels d'offres. En gros, ça. Oui, je suis passé peut-être un petit peu vite dessus. Appels d'offres creux. Comme son nom l'indique, sont des appels d'offres. Donc, on a un règlement publié sur le site de la Creux, très très précis, avec des données relativement lourdes à fournir, à la fois sur l'installation elle-même, le type de panneau. Donc, on vient de discuter des impacts carbone des panneaux, par exemple. C'est une donnée qu'il faut indiquer dans le dossier Creux, puisqu'il y a une part de rémunération qui peut en dépendre. La typologie de financement et au final le prix de revente que l'opérateur souhaite demander à la Creux. Donc, tous ces éléments sont fournis dans le cadre de l'appel d'offres et ensuite analysés avec exactement comme un marché, avec des critères de notation. Quand on arrive au total, en fait, ce qui compte, c'est la puissance totale mise sur le marché. La Creux définit, par exemple, je ne sais pas, 100 mégawatts crête à sortir, par exemple, en bâtiment inférieur à 500, en bâtiment supérieur à 500 kW. Et puis, dès qu'on a atteint ce seuil avec les premiers candidats, eh bien, on arrête l'appel d'offres. Donc, c'est assez incertain, un appel d'offres creux. Ça dépend du nombre de candidats, ça dépend des prix qui sont proposés, mais effectivement, c'est relativement technique et incertain.
Après, quelqu'un peut… de plus de 500 kilos dans tous les cas. Donc, finalement, beaucoup de demandes aujourd'hui d'autoconso sur les hôpitaux et le médico-social, donc finalement, moins concernés par cet appel d'offres. Oui, normalement, il doit y avoir peu d'installations qui sont éligibles à de l'appel d'offres creux. Ça pourrait être des grands parkings, par exemple. Ouais. Voilà, ça pourrait être des grands parkings. Après, en toiture, avant de dépasser 500 kilos, bien sûr, ça existe, mais c'est quand même relativement peu fréquent. Une toiture vente totale, plutôt, dans ces cas-là, on est sur l'appel d'offres creux, ça peut être en vendu sur plus aussi. Bah, en théorie, ça pourrait, mais en fait, non, c'est la vente totale parce que c'est en général pas directement. Je n'ai pas d'exemple de projet creux en vente de surplus. Après tout, ça doit être possible, mais c'est de la vente totale. Il me semble que, le directeur de l'hôpital de Chalon l'expliquera, mais il me semble que dans l'issue du tiers investissement, et de mémoire, l'énergéticien avait dû déposer un dossier justement appel d'offres. En autoconso. Ouais, je pense que là, pour le coup, on verra effectivement oui, avec ce c'est sûrement possible. De voir le montage, parce que c'est toujours un peu particulier quand même. En tout cas, ça existe et c'est bien que tu l'aies précisé. Et c'est ce que des bureaux d'études peuvent aussi étudier à un moment donné. Oui, complètement. Après, quelqu'un posait la question du gré à gré. Donc, j'ai dû utiliser cette phrase dans mon exposé. Alors, je ne sais pas à quoi faisait référence la question, mais il y a deux choses. D'abord, si vous faites un AMI, vous pouvez en amont de l'AMI faire une publicité préalable qui vous permet de contracter avec un opérateur et un seul sans faire de mise en concurrence complémentaire, mais en fait, c'est une mise en concurrence par le biais d'une publicité préalable. Alors, c'est ce que je disais, c'est que ça fonctionne souvent pour des projets modestes. C'est relativement peu conseillé pour des gros projets. Hein. C'est risqué à la fois économiquement et juridiquement, parce que de se lier à un seul groupement. Et puis, il y a la question des contrats d'achat de type de gré à gré, de type PPA, qui sont cette fois des marchés directs, sans passer par l'obligation d'achat. Mais pour moi, il n'y a aucun même une structure publique pourrait le faire. À partir du moment où elle fait une consultation, un appel d'offres, elle peut ensuite passer un marché de vente d'énergie, d'électricité avec un opérateur. Je ne sais pas si vous avez un terrain important et que vous pouvez faire une opération de PV au sol, vous pourriez imaginer faire ça. Après, ça reste, à mon avis, assez particulier et peu fréquent pour vos structures. Et ensuite, quelqu'un demandait si les prix en obligation d'achat étaient des prix fixes. Alors, si j'ai compris la question, oui, les prix qui sont publiés, ils sont fixes sur une durée trimestriellement. Donc, tous les trimestres, la CRE publie la mise à jour des tarifs d'achat par typologie de puissance, 3, 9, 36, 100, 500, pour ce qui est du bâtiment. Après, c'est les appels d'offres creux. Donc, ces tarifs sont fixes pendant 3 mois. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est dans un cas particulier où on ne connaît pas les tarifs. Si vous faisiez une installation maintenant, vous ne connaissez pas le tarif parce qu'il n'a toujours pas été publié. Et il est valable, c'est trimestriel. Donc là, on parle du tarif de novembre à fin janvier 2023, qui n'est pas encore publié. C'est lié aussi à des arbitrages sans doute au niveau de la CRE sur la difficulté aujourd'hui, c'est que les marchés de l'électricité s'étant envolés, on a une déconnexion à l'envers, si je puis dire, des tarifs d'achat et du marché, ce qui fait d'ailleurs que les ventes de gré à gré peuvent se développer aujourd'hui. Mais bon, on peut raisonnablement penser que le tarif d'achat de la période en cours sera très voisin voire légèrement supérieur à celui de la période précédente. Donc, par exemple, sur 500 kilos, on est aux alentours de 11 centimes du kilowattheure. Tout à fait, oui.
Oui, qui est effectivement moins cher que le tarif d'achat actuel de l'énergie, ce qui n'était pas le cas jusque maintenant, comme tu dis, Voilà, avant cette voilà. avancée. Du coup, les projets sont différents et on parle beaucoup d'autoconso, c'est bien normal. Quel est on a une question alors, peut-être plus liée au panneau, et puis après on reviendra après sur les montages. Le poids moyen en mètre carré, c'est vrai que ça peut être abordé selon différents équipements. Alors, c'est vrai que. Alors, le poids moyen au mètre carré, le panneau tout seul, nu, il est aux alentours de 10-11 kg, mais une fois qu'on a rajouté un petit bout de structure, un petit bout de fixation, le câble, voilà, des choses comme ça, on part sur 15 kg au mètre carré. Pour les études de structure, en tout cas, ouais, c'est souvent 15 à 20 kg qui sont pris en compte. Donc après, ça dépend. C'est vrai qu'on a parlé à plusieurs reprises, l'étude de structure est indispensable, notamment sur voilà, les toits avec du bac acier, où on a un petit peu de doute sur la partie, la partie structurelle, en sachant que c'est moins le cas sur du toit terrasse, béton, gravillon, etc. Où là, ça passe, quoi. Oui, alors, Mais après, parce qu'ils supportent la neige, donc après, il y a des poids effectivement additionnels, donc ça, il faut regarder des calculs quand même. Voilà. alors il y a deux réponses. Techniquement, effectivement, en structure béton, normalement, on n'a pas trop de soucis. Et par contre, en structure métallique, il faut vraiment regarder. Ça, c'est la réponse technique. Et par contre, juridiquement, un ERP est tenu de faire une étude structure. Donc, même si vous êtes en terrasse béton et que vous pensez que ça passe, il faut faire une étude structure. Elle est obligatoire. Au niveau de l'architecte, ah oui, doit-on consulter l'architecte ayant conçu le bâtiment lorsqu'on envisage une installation sur ce dernier? Modification de l'œuvre initiale. Oui, bien sûr. Alors, en théorie, oui, il faudrait, puisque si l'installation PV change l'aspect du bâtiment de façon substantielle, on devrait effectivement consulter l'architecte qui a fait le bâtiment. J'ai rarement vu faire ça, mais on devrait. Ouais. Il peut lui-même intervenir, faire un recours si jamais vous n'avez pas. Oui, bien sûr, oui. Oui. Après, je pense qu'il faut avoir une approche pragmatique. Tout dépend de l'impact de l'installation. Bon, si c'est je ne sais pas si c'est une installation en terrasse, par exemple, avec un acrotère. Bon, juridiquement, effectivement, il faudrait demander à l'architecte. Oui, ça marche. Au niveau de la question sur les parkings, tout ce que tu as évoqué à la fin de ton intervention sur les aspects évolution réglementaire, les questions sur les parkings, tout ça, parce qu'effectivement, on a l'impression que le secteur santé n'est pas, grosso modo, enfin, je résume, mais il n'est pas assujetti, mais en fait, il y a quand même des conditions et des points sur les parkings, il me semble que tu en parlais, sur les bâtiments existants, etc. Si tu veux juste revenir rapidement sur le secteur santé, finalement, voilà. Qu'est-ce qui Alors, sur les bâtiments, concernant les bâtiments, effectivement, le secteur santé, a priori, n'est pas concerné, puisque c'est les bâtiments de commerce et les bâtiments de bureaux qui sont concernés. Par contre, les parkings, clairement, vous êtes concernés. C'est les parkings ouverts au public qui sont concernés. Donc, vous avez des parkings ouverts au public. Les seuls parkings non concernés, ce seraient des parkings uniquement réservés au personnel. Mais voilà, les parkings publics sont concernés dès lors qu'ils dépassent 500 mètres carrés pour des parkings neufs. Et dès lors qu'ils vont, à partir de très bientôt, la date, j'avoue, je ne l'ai pas mise parce que je n'arrive pas à la trouver. Je ne sais pas si la commission, si dans le dernier texte qui est au vote aujourd'hui, je ne sais pas à quelle heure il doit être voté, mais c'est aujourd'hui, c'est 1500 mètres carrés. À partir de 1500 mètres carrés, vous serez obligé d'équiper vos parkings d'ombrières photovoltaïques, sauf bien sûr dans des cas, il y a toujours des clauses d'exemption, mais qu'il faut prouver, enfin qu'il faut justifier. Donc à partir de 1500 mètres carrés, les parkings existants devront être équipés dans un délai qui était initialement sur le projet de loi initial, c'était été 2023.
Donc, ça paraît très, très court. Donc, ça m'étonnerait bien qu'ils n'aient pas un tout petit peu bougé, mais je n'ai pas l'info. Ok, c'est court. Il y a une question, je suis passé à côté, mais je vais la poser là, du coup, sur l'IFER. Est-ce que c'est applicable aux associations non fiscalisées? Alors, l'IFER est applicable à tout le monde, sauf en dessous de 100 kW. Mais oui. Il y avait d'autres questions aussi. Alors, je vais un petit peu là-dessus. Oui, c'est par rapport à. C'est une remarque peut-être plus pour Bertrand sur le coût de l'étude RGE qui est plus important qu'une étude classique avec ZADEM. Bon, voilà, c'est des remarques surtout sur les aspects de coût d'études à intégrer. Effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas. Bertrand, c'est saccadé, mais il n'y a pas beaucoup de bureaux d'études. Après, effectivement, c'est à comparer, mais cette étude de faisabilité, elle est quand même. On ne t'entend pas bien, David? Ouais, la qualification RGE, c'est une question relative là-dessus par rapport au coût d'études qui peut être plus important qu'un BE qui n'aurait pas la qualif RGE. Je pense que c'est ça la remarque. Je ne sais pas si effectivement c'est du cas systématique. Je n'ai pas pu comparer pour ma part avec les établissements qu'on accompagne. Bon, c'est une démarche qui est demandée par l'ADEME en tout cas pour la plupart des études de faisabilité ENR. Je ne sais pas si toi tu as un avis sur le sujet, Benoît, mais sur ces qualifications. Je ne pense pas que ça joue beaucoup sur les prix des prestataires. Par contre, ça joue sur leur disponibilité. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de demandes et donc on rentre dans une période de disponibilité plus rare. Alors, ça peut jouer un petit peu sur les prix à la marge, mais c'est surtout en termes de délai et de disponibilité des bureaux d'études. Ouais. Donc, oui, c'est des attentions un petit peu surchiffrées parce que pas le temps de traiter tout de suite, Ça peut. etc. Ouais. C'est quelque chose qu'on voit régulièrement ici. Après, bien comparer le contenu de l'étude aussi. Oui. Voilà, nous, quand on a une aide ADEME, c'est qu'il y a un cahier des charges derrière. On peut aller sur une étude qui peut être plus simple, donc un peu moins cher. Donc voilà, bien comparer aussi le contenu des études. Oui, tout à fait. C'est une bonne remarque de Bertrand. Sachant que le cahier des charges, on va vous le diffuser. Vous verrez la mission du BE qui est demandée. Il n'y a pas qu'une étude d'ailleurs d'implantation et de dimensionnement. Il y a aussi une petite partie maîtrise de l'énergie. Donc il y a des recommandations qui peuvent être importantes et intéressantes en préalable. On est peu sur démarche mégawatts, c'est-à-dire de traiter, de voir aussi les gains possibles avant d'installer et de dimensionner une centrale, quoi. Donc ça demande un petit peu quelques heures de travail aussi, quelques jours de travail. Mais oui, c'est une très bonne remarque. Je vois une question sur l'étude d'impact concernant également les installations en toiture. L'ABF peut-il interdire une installation PV? Et puis, les financements ADEME sont-ils soumis au règlement de minimis? Une question qui concerne les deux, finalement, Benoît et Bertrand. Je n'ai pas bien entendu la dernière question. Est-ce qu'elle concerne aussi les installations en toiture? Oui. Alors, ce qui compte, c'est la puissance. Hein. Donc, l'étude d'impact, elle est obligatoire à partir d'un mégawatt crête. Donc, on peut avoir des installations d'un mégawatt crête en toiture. Hein. Sur des très grandes toitures, c'est possible. Après, c'est vrai que l'esprit, c'est plus lié effectivement à des installations proches du milieu naturel, mais il n'y a pas que ça comme impact. Et donc, oui, l'étude d'impact, elle est liée à la puissance uniquement. Alors après, entre 250 kW et 1 MW crête, qui est la zone intermédiaire dans laquelle il faut finalement interroger la DTT, savoir s'il y a besoin d'une étude d'impact ou pas. J'imagine qu'en bâtiment, on doit pouvoir s'en passer. Au niveau de la... Donc, il y avait la question sur la règle sur l'ABF, donc ce qui peut bloquer le projet. Bah oui, malheureusement. Oui, bien sûr. Oui, c'est pour ça qu'il faut, de toute façon, dès que vous êtes en zone ABF, le premier réflexe, c'est de demander à rencontrer l'ABF pour présenter le projet et puis voir avec lui s'il y a des contraintes particulières ou des possibilités de répondre aux contraintes liées à la présence du bâtiment classé.
Et puis pour Bertrand, le règlement des minimis. Ouais, non, nous, l'aide sur l'étude ne rentre pas dans les minimis. Ok, ça marche. Puis on a encore quelques questions sur est-ce qu'il est possible de surélever les panneaux afin de passer au-dessus de tout ce qui est en compte des toits plats, de NVMC, etc. Chemin de câble, réseau. Donc de surélever les panneaux pour être, finalement, je pense, pour optimiser les surfaces de production. Tu sais, Benoît, tu parlais de 30% de perte de mémoire du top là. Alors, j'ai pas Est-ce qu'il est possible de tout. surélever les panneaux, par exemple, pour augmenter Oui, la c'est toujours puissance possible. Par contre, dès que vous sortez de solutions techniques standardisées, vous prenez beaucoup de risques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, sur une toiture terrasse, si vous utilisez des plots ou même, voilà, vous avez en général des pentes de 10 à 15 degrés qui sont proposées par les fabricants. Donc, vous avez de la place pour passer sous les panneaux, les câbles. On passe les câbles sous les panneaux, hein, bien sûr. Après, en toiture, en pente, si vous êtes parallèle à la toiture, vous avez une petite structure, des lisses en fait clairement qui sont installées sur le toit, qui permettent de décaler très légèrement les panneaux. Là, c'est pareil, on peut passer les câbles. Par contre, on n'installe pas un onduleur sous les panneaux, hein. Donc, je ne sais pas, la question, je ne suis pas sûr de la comprendre totalement. En tout cas, il n'y a pas d'optimisation de surface à attendre d'une surélévation des panneaux, hein. Ok. Je pense que c'était peut-être pour ces raisons d'optimisation, effectivement. J'invite les participants à nous envoyer des questions même à posteriori, hein, vous avez vos coordonnées. Au niveau du pôle énergie, il y a encore une ou deux questions sur les tuiles photovoltaïques et puis aussi sur l'aspect, on parle beaucoup de toiture équipée, qu'en est-il des façades? Sur ces deux points-là, si tu as des retours sur les tuiles photovoltaïques et ces autres intégrations. Tu en as parlé aussi, hein, des intégrations en vent, etc. Pardon, excuse-moi, j'ai Ouais, pas. c'est pas, ouais, c'est une question sur les tuiles photovoltaïques, Benoît, et puis aussi sur la partie façade, parce qu'on parle beaucoup de toiture, mais en façade, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des retours? Alors, tuiles photovoltaïques, oui, pas de problème, c'est possible. Après, c'est sensiblement plus coûteux, hein. Mais la technologie est parfaitement mature et simple, hein. Ce sont des cellules qui sont fixées sur les tuiles. Alors, soit c'est carrément des tuiles, des cellules fixées, des petites cellules fixées par tuile, soit si c'est de l'ardoise, par exemple, vous avez des panneaux en forme qui reprennent un calpinage proche de l'ardoise et qui sont installés. C'est assez courant dans notre région en particulier. Par contre, il y a un surcoût sensible, hein. Donc, c'est plus compliqué à trouver l'équation économique, mais c'est possible. Et après, l'autre question, c'était… En façade, Ah oui, en façade, pardon. En façade, si vous êtes vraiment en façade verticale, donc c'est le petit schéma que j'ai montré à un moment. De mémoire, on tombe assez rapidement à 50% de production. Donc, c'est quand même très impactant en termes de production. Sinon, il y a bien sûr pas de problème pour installer des cellules en verticale, mais on a un productible qui est beaucoup plus faible. Une question de 100 mètres carrés de photovoltaïque, c'est quelle puissance? C'est à peu près 200 watts au mètre carré. Donc, voilà, ça doit faire quelque chose comme 20 kilowatts à peu près. Question sur faut-il cumuler les surfaces de parking sur les établissements de santé? Alors, les parkings, oui, bon, ce sera sans doute précisé dans des décrets ultérieurs, les conditions d'application de la loi dont on vient de parler, là, d'obligation d'équipement des parkings existants. Mais oui, l'idée, c'est qu'on cumule les surfaces de parking d'un même établissement, même s'ils ne sont pas d'un côté de l'autre. Ok, ça il faudra vérifier plus précisément. Après, il y aura certainement des données. Ce que prévoit la loi, c'est qu'on peut mutualiser, par exemple, avec son voisin, si on a
des parkings qui dépassent chacun les 1500 mètres carrés, mais qu'il y en a un qui a un grand parking plus facile à équiper que son voisin, eh ben, on peut mutualiser l'application de la loi, c'est-à-dire équiper un seul parking pour le compte de plusieurs établissements, par exemple. Ça, c'est possible. Ça marche. Il reste 2 minutes et j'ai 2 personnes qui ont levé la main. Puis à un petit moment, je vais leur permettre de parler. Donc, j'ai déjà passé la parole à Julien, parce que je sais voir s'il y avait une demande particulière à traiter plutôt oralement. Donc, Julien, je t'ai permis. Normalement, j'ai activé ton micro. C'est pas ça. Je ne sais pas si ça va marcher ou pas. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, Julien. Oui, c'est bon. Ah, désolé. Non, je suis désolé, c'était une erreur. Je suis sur mon téléphone et ça a bugué. Donc, je libère la parole. Merci. C'est pas grave. Et puis, donc, il y avait Nathalie Paris. Je ne sais pas si, normalement, j'ai activé votre son. Je ne sais pas si il y a une demande spécifique qui était peut-être compliquée à traiter par C'est complexe. le chat. Non. Bon. OK. Et puis, donc, on a encore une question sur les épisodes de grève. C'est vrai que c'est des questions qui arrivent de plus en plus souvent, Benoît. Les épisodes de grêle. Ah, de grêle. Alors, il faut savoir que une installation, forcément, elle est assurée. Hein. Vous l'assurez contre le risque de grêle. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les panneaux PV sont vraiment très résistants. Hein. C'est du verre trempé très, très résistant. J'ai subi sur ma propre installation une période de grêle et quand je suis sorti dehors, je me suis dit, bah, tu vas rien voir, ce sera tout cassé. Mais non, ça n'avait pas bougé. Des grêlons gros comme des balles de ping-pong. Hein. Donc, bon, c'est d'abord, voilà, on a des installations qui sont très résistantes, mais en cas de casse, de toute façon, il faut assurer son installation, bien sûr. Ok, bah écoutez, Après, juste quelqu'un, dans le chat, quelqu'un a parlé des ESAT. Effectivement, concernant les ESAT, sur des bâtiments type bâtiment industriel, effectivement, vous êtes concerné par l'obligation d'installation de PV en toiture. Bien vu, Benoît. Merci d'avoir relevé ces points-là, parce qu'effectivement, les structures médico-sociales peuvent gérer différentes activités. Merci d'avoir précisé. Je vous propose qu'on s'arrête là. Il est 12h31. Je remercie les intervenants.